Carrasco. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. J'ai demandé pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Le Colombien qui a pris dessus, il a réussi son dribble. Falcao, oui, il est bon. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge-blanche. Eh bien, salut à tous, on est là pour ce nouveau Mur des légendes, on est là pour se régaler, et qu'on va régaler autant que le joueur dont on va vous parler ce soir, qui a autant régalé le Stade Louis II pour qu'on en parle encore, combien 30 ans, presque plus de 30 ans après. Oui, Boris, ne lève pas les yeux au ciel, c'est tout à fait notre âge. Mais voilà. Ouais. Mais voilà, on va vous parler du coup ce soir de Glenn Hoddle, donc avec moi bien sûr mes fidèles Boris et Rome. Salut. Salut Damien. Ouais, petite, tu dérogeras à ta tisane habituelle ce soir Boris pour prendre un thé, je l'espère. Ouais, avec un peu de lait. Voilà. Comme font nos amis d'outre-Manche. Absolument, le petit nuage qui va bien. Les nuages du coup de l'Angleterre, Hoddle, il a fini par les quitter pour retrouver le soleil de la principauté. Nous sommes en 1987, messieurs, sans plus attendre, parlons de son parcours à ce Glenn Hoddle. Il arrive de Tottenham, Rome, où il est d'ailleurs élu meilleur joueur de l'histoire du club, c'est une vraie légende là-bas. Et pourtant, c'est bien à Monaco qui va atterrir. Ouais, bah rapidement, oui, sur son parcours d'avant, qui est quand même faste. Tu l'as bien dit, à Tottenham, il a été élu il y a quelques années plus grand joueur de l'histoire du club. Il est 5e en nombre de rencontres disputées au club. Alors il est très très loin du premier, ça me rappelle un peu Ettori chez nous, hein. Il est à 866, le premier. Donc c'est quand même un joli score. Mais par contre, ouais, pour être allé... tu lui mettrais 2 en niveau à mon avis à lui aussi, non? Bah, pour être allé regarder également sa fiche en détail, oui, lui n'est international anglais qu'une seule fois, donc ça peut rappeler un petit peu un Ettori. Glenn Hoddle, il est un peu plus de 50 fois, donc c'est pas tout à fait, je pense, les mêmes CV, mais bon, donc tout ça pour dire qu'évidemment Glenn Hoddle est une légende de Tottenham, la plus grande, je sais pas, à l'époque ils avaient pas fait Harry Kane, peut-être qu'Harry Kane maintenant lui passerait devant. Ils avaient pas fait Serge Aurier. Parce que Harry Kane commence à avoir un joli petit CV aussi, hein, malgré tout. Donc, bah bon, voilà. En tout cas, Hoddle arrive en 87 et 87, c'est quand même un mercato assez énorme. On en avait parlé sur Amoros, hein, évidemment, sur le deuxième titre. Mais faut se rappeler que Monaco était un petit peu dans une phase de trou, on va dire, de 2 saisons et que on va être champion tout de suite, en fait. Alors, Glenn Hoddle, évidemment, est pour beaucoup le plus important, mais il faut rappeler également que Marc Atley arrive, Baptiston arrive, et même des joueurs qui ont beaucoup joué. Je regardais, il y a Rémi Vogel qui arrive et qui joue quasiment toute la saison titulaire, et j'en avais un autre que j'ai oublié, donc forcément pour lui c'est des débuts en fanfare et un recrutement XXL. Fofana, non, qui arrive à ce moment-là aussi. Non, c'est 85 Fofana. D'accord. Un Daniel Bravo qui s'en va aussi en 87, qui repart à Nice. Il y a quelques petits départs aussi, mais le recrutement est quand même Wenger en arrivée importante. Et Wenger, oui, en plus. Et l'arrivée, justement, Boris, puisqu'on parle aussi de Wenger, lui en a parlé, alors tout jeune entraîneur de l'AS Monaco, le pari fait par Campora, justement, qui de nommer quelqu'un sans une grande expérience. Donc Wenger raconte un petit peu les dessous de son arrivée à Glenn Hoddle, qui était plutôt a priori amené à finir au PSG. Et puis, branle-bas de combat, retournement de situation, le théâtre, toute sa splendeur. Finalement, c'est bien à Monaco que Hoddle atterrit, où il rejoint d'ailleurs un autre Anglais, on n'en a pas parlé, mais parmi les transférés de ce mercato, il y a aussi un bel attaquant anglais, hein, Marc Atley, qui vient je viens de le dire, hein, en fait. Ah pardon, j'ai pas entendu. Excuse-moi, mais je t'écoute pas quand tu parles, tu sais bien. Oui, je l'ai dit qu'on avait recruté Baptiston, Atley, Glenn Hoddle, qu'il y avait eu beaucoup de monde en fait. Bon, il est passé dans la NAS, excuse-moi. Dans la oui. NAS.
Mais Mais enfin, c'est bien, j'avais peur qu'on en parle trop d'Atlé. Ouais, effectivement, on a Atlé qui a déjà signé à l'AS Monaco, qui a été recruté, qui vient du Milan AC, et puis Monaco qui cherche un meneur de jeu, un milieu offensif. Faut se rappeler que notamment il y avait eu l'échec un petit peu de Soren Lerby, le Danois, la saison d'avant, qui était un joueur, alors qui est un peu tombé dans l'oubli, mais qui était une star vraiment du foot européen à l'époque. Et du coup, Monaco cherchait un petit peu un profil comme ça. Alors j'ai lu plusieurs versions. Il y a Marc Atlé qui raconte que c'est un peu lui qui a soufflé le nom à Wenger. Wenger, lui, dans son livre, dit que c'est le président Campora qui lui avait proposé deux joueurs. Donc Odell et un Serbe, un Yougoslave du coup à l'époque, dont le nom dira rien à personne. qui jouait à Zagreb, au Dynamo Zagreb, Mlinaric, Qui exactement. jouait au Dynamo Zagreb. Wenger qui va le voir sur place. Qui hésite un peu entre les deux joueurs, qui finit par opter pour Odell, sauf qu'effectivement Glenn Odell est un petit peu promis au Paris Saint-Germain. Il est promis au PSG, mais il n'a rien signé. Et finalement, Wenger arrive un peu à le convaincre, à retourner la situation. Et Glenn Odell, qui était sur le point de prendre l'avion pour Paris, fait finalement prendre un vol pour le sud de la France. Il explique un des coups de fil les plus difficiles de sa carrière, c'est notamment de prévenir le coach du PSG, qui était quand même un certain Gérard Rouillet à l'époque, finalement coach débutant et qui aura aussi son petit succès plus tard en Angleterre. Et voilà, c'est marrant de retrouver encore une histoire de transfert un petit peu entre le PSG et Monaco. On avait parlé un peu de Weah l'autre fois. On parlera sûrement un jour de Jürgen Klinsmann. On a vraiment shippé une grosse cible du PSG à ce moment-là. Ouais. C'était un autre temps. Ouais. Et pour 8 millions de francs à l'époque, le transfert était avoisiné donc cette somme. Et très vite, Rome, Odell va illuminer le stade Louis II. Au point d'en rester aujourd'hui un des joueurs les plus marquants. Ouais, alors j'ai retrouvé le joueur, c'était Fabrice Mej. Alors ça parle pas à grand monde, mais non, mais tu as raison, Mej. Ouais. Mais il est titulaire toute la saison, donc voilà. Il était à Nice, justement. Ouais, il venait de Nice où il faisait justement une très belle saison. Et c'est d'ailleurs, je crois que dans la balance pour faire venir Mej, c'est Daniel Bravo qui fait le chemin inverse du coup. Mais oui, effectivement, il fait une saison pleine et c'était un joueur plutôt intéressant. Ouais. Donc oui, au milieu de toutes ces recrues quand même de très très haut niveau, il y a Glenn Odell et c'est évidemment de lui dont on va parler. Et oui, tout de suite, il va illuminer. En fait, le truc, c'est qu'avec Glenn Odell, même s'il est resté peu au club, et on y reviendra, mais pour moi, c'est vraiment l'axe prioritaire sur lui, c'est que tout le monde t'en parle, en fait. Tous les gens qui ont connu cette époque-là, en fait, résument quasiment tout à Glenn Odell, alors qu'il y avait Amoros, qu'il y avait Atlé, qu'il y avait Battiston, mais toujours Glenn Odell a marqué énormément les gens qui ont eu la chance de le voir évoluer en direct. C'est pas notre cas, on a vu des grands joueurs, évidemment, mais avoir en plus un joueur comme ça, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais on l'a peu dit, on signe une méga star en fait, une grosse star, et c'était assez rare malgré tout, même si, comme je l'ai dit, on prend Battiston, mais Odell, c'était quand même un très 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 gros CV, et c'est rare dans l'histoire du club qu'on ait eu vraiment de tels joueurs arriver chez nous en pleine forme. Il y a eu, t'en parlais Boris, il y a eu Klinsmann, il y a eu Falcao il y a pas longtemps, mais un c'est à peu près du même niveau. Soren Lerby était aussi justement un très grand joueur. Oui, mais il a été beaucoup moins marquant. Il est moins marquant, même tout court, le joueur. Enfin, comme tu le disais, tout le monde l'a oublié, et tout le monde l'a pas oublié parce qu'il est de son passage de Monaco. Tout le monde l'a oublié tout court. Klinsmann, Falcao et donc Glenn Odell. Je trouve que c'est nos trois plus grosses recrues presque sur le papier en fait. Avec un tel CV. Mine de rien, sur les éléments de contexte de l'arrivée d'Odell, c'est quand même un joueur qui est un petit peu aussi. Je dirais pas qu'il est en perte de vitesse forcément à Tottenham, mais ça commence un petit peu à s'essouffler. Ses meilleures années sont un petit peu derrière lui à Tottenham. Il a eu aussi pas mal de blessures. Il n'est pas forcément très adapté au football anglais. C'est une star, il est connu, il est reconnu, mais il s'épanouit pas forcément dans ce football-là. On peut aussi dire que c'est l'époque du post-Heysel où les clubs anglais sont privés de Coupe d'Europe pendant 5 ans. Et où commence à avoir plusieurs joueurs. Du coup, il y a eu Gary Lineker notamment, il y aura Chris Waddle, qui est un peu l'alter ego de Glenn Odell, qui va suivre, des joueurs anglais qui commencent à bouger un petit peu à l'étranger aussi, pardon.
pas l'étrangler. Oui. Monaco qui va pouvoir profiter un petit peu de ces éléments de contexte-là pour attirer le joueur qui avait notamment voulu bouger un moment en Italie, mais les blessures l'avaient gêné. Donc voilà, c'est Monaco qui tire le gros lot. Mais en tout cas, voilà, comme un symbole, finalement, Glenn Hoddle arrive dans une équipe qui est pétrie de talent, quand même, c'est vrai, et qui devient championne de France, un peu comme un Gallardo. Ça fait un peu penser à Gallardo, finalement, ce parcours très fulgurant, tout de suite, d'un joueur qui s'impose et qui éclabousse sa classe, tout un stade, voilà, tout un championnat, même, hein, n'ayons pas peur des mots. Mais c'est vrai que par rapport à son passage en Angleterre, effectivement, il y a pas mal de regrets. En tout cas, lui dit, voilà, si j'étais né en France, en Italie, je me serais probablement plus amusé pendant ma carrière parce que c'est le paradis pour les techniciens. La France, l'Italie, je sais pas, peut-être l'Espagne, en tout cas, c'est ce qu'il disait. Et en Angleterre, voilà, et en Angleterre, tout se passe dans l'air. Et ça, ce n'est pas mon football. Voilà. Donc c'est vrai que je pense, et même c'était un peu corroboré par ce que disait aussi Arsène Wenger, à savoir que finalement, Glenn Hoddle, c'était un peu un joueur à contre-temps. Pas du jeu, mais plutôt de l'évolution du sport, du jeu et de l'époque, et surtout de là où il évoluait en Angleterre, vraiment. C'est-à-dire que finalement, c'était un joueur qui n'était pas en adéquation avec son championnat, avec son pays, et le football de son pays. Et qui finalement a été une star, mais à la mauvaise période, bien avant le moment où il aurait pu être encore plus grand, quoi, en fin de compte. Voilà, il y a une forme de rupture, on va dire, quoi, entre. Ouais, même aujourd'hui, la Première Ligue, c'est pas mal à l'ouvrir des joueurs beaucoup plus techniques, évidemment, au niveau du beau football, mais sur des joueurs anglais, vraiment, ça reste des profils assez rares, de pur numéro 10, avec pas mal de fantaisie. Ils ont eu évidemment des milieux très techniques, mais c'est plus souvent l'espèce de 8 box-to-box qui sait un peu tout faire, le Scholes, le Lampard, le Gerrard, ouais. Le Glenn Hoddle. Même aujourd'hui, je trouve, moi j'ai essayé de trouver des points de comparaison, ça reste un profil. Il y avait Waddle, en fait, qui était à la même époque, qui venait en plus lui aussi de Tottenham, mais c'est quasiment des cas assez uniques, hein, dans l'histoire du foot. C'est pas tellement le produit qui a réussi à sortir la formation anglaise. À Monaco, pourtant, il y a eu Gascogne. Gascogne qui avait un profil un peu atypique aussi, qui est quasiment la même génération, un peu postérieure quand même. Hein, mais justement, à Monaco, Hoddle est effectivement ce milieu organisateur, créateur justement, où il va faire merveille, mais aussi où il va amener donc l'équipe au titre en 88. Mais la saison suivante, Rome par exemple, on voit aussi un joueur qui est capable de se muer en buteur et surtout qui marque dans toutes les configurations possibles, pied droit, pied gauche, de la tête, des pénaltys. Enfin voilà, il est vraiment totalement polyvalent, quoi. Ouais, il est même dit qu'il est en fait aussi à l'aise du gauche que du droit, même pour tirer les coups francs, visiblement. Donc oui, très clairement, comme disait Boris, on va chercher des comparaisons avec des joueurs un peu plus modernes, parce que même le profil, en fait, c'est vrai que pour un Anglais c'est très rare, mais même actuellement, il n'y a plus vraiment non plus de vrai numéro 10 comme ça, à l'ancienne, pas très rapide, avec pas de grosse qualité physique, mais par contre avec un sens du jeu, un sens de la passe, voire même un sens du but, même si ça reste quand même des chiffres... Oui, mais voilà, ça reste des petits chiffres. 20 buts sur sa deuxième saison, meilleur buteur quand même. Non, c'était pas juste derrière et deuxième meilleur buteur du championnat derrière Papin. Il fait une top saison. C'est vrai. C'est 18 buts en championnat. Donc oui, c'est beaucoup. Ça, c'est évident. Mais c'était pas non plus sa qualité première. Non, mais justement, c'était pour montrer que d'une saison à l'autre, il avait été capable en plus d'ajouter cette capacité à marquer finalement beaucoup de buts la saison d'après, quoi. Donc il y avait aussi une progression, ou en tout cas ça montre qu'il était assez polyvalent et capable d'être bon dans tous les registres. Et tu parlais le contexte demandait aussi un petit peu, parce que 89, c'est Atlé commence à se blesser régulièrement. Ouais. Weah arrive, mais il n'est pas tout de suite opérationnel. On en avait parlé la dernière fois. Donc, Hoddle obligé un petit peu de compenser. Monaco un peu orphelin offensivement cette année-là. Donc voilà, c'est un peu un regret qu'on peut avoir aussi sur son association avec Atlé, qui aurait été assez courte, gêné par les blessures de l'anglais, et puis sur son association avec Weah, qui n'a pas non plus pu donner tout son potentiel.
Ouais, et puis tu disais Rome, pied gauche, pied droit. Bah effectivement, même Wenger ne savait pas déterminer s'il était gaucher ou droitier au final, tel temps il était à l'aise des deux pieds. Parlons justement aussi un petit peu de ce profil du joueur, puisqu'on a commencé un petit peu à l'évoquer. Boris, tu as parlé un petit peu dans l'après-midi, tu as fait une analogie avec un joueur beaucoup plus connu en France, idolâtré même en France. Si tu veux bien développer, mais c'est vrai que c'est assez intéressant, quoi. Oui. Ouais, bah c'est vrai qu'on l'a pas vu jouer, on l'a déjà dit, nous trois. Par contre, on a un peu de chance. Il y a un peu de contenu quand même sur YouTube pour ce joueur-là. Il y a des compiles, ce qui est assez rare finalement pour le joueur de cette époque. Mais son jeu fait sûrement que voilà, il a marqué beaucoup de gens en Angleterre, à Monaco. Et c'est vrai que n'hésitez pas à aller regarder un petit peu des compiles. Moi, j'ai retrouvé dans la gestuelle, il m'a fait penser effectivement à un certain Zinedine Zidane. Certains connaîtront peut-être, sans comparer évidemment les carrières, les accomplissements des deux joueurs. Je trouve que dans la gestuelle du joueur, ses prises de balles, ses contrôles, il y a vraiment une qualité de contrôle, le fait de toujours s'orienter dans la bonne direction, d'avoir toujours un temps d'avance. C'est pas un joueur qui a l'air très rapide. C'est pas un joueur qui forcément dans le dribble, dans le gris-gris, élimine ses adversaires par de la vitesse ou des gris-gris. Par contre, toujours le petit temps d'avance, le ballon qui colle au pied, la maîtrise, des contrôles un petit peu. C'est des gabarits un peu similaires, des joueurs assez grands pour le poste, à peu près 1m83 pour Odell, 85 pour Zidane, donc des contrôles un petit peu, parfois l'air un peu dégingandé, avec la jambe assez haute, mais toujours en maîtrise, une qualité de passe évidemment exceptionnelle. Donc voilà, j'ai vu un peu ce joueur-là. Peut-être que d'autres auront d'autres comparaisons à nous soumettre, mais ouais, c'est à ça que ça m'a fait penser assez vite en fait en voyant ces images. Ouais, et puis Rome aussi une vision du jeu qui lui permettait de trouver de très belles passes. Oui, ben c'est ce que je disais, voilà, ancien profil de ancien numéro 10, comme on voit plus du tout depuis quelques années, parce que bon, voilà, ça se fait plus trop dans le foot actuel, mais donc oui, un vrai chef d'orchestre, voilà, c'est le terme que je cherchais. Ozil peut-être un des derniers. Oui, non, mais après tu pourras toujours en Le trouver, dernier à mais très haut c'est niveau, que même les schémas de jeu actuels en fait utilisent peu le 10. Il y a des 10 sur le terrain, mais ils sont souvent excentrés et ils rentrent dans le jeu. Ça. Mais réellement en 8, un peu à la De Bruyne. Ou alors après ce sera le cas 8, la semaine prochaine. On pourra parler d'un joueur la semaine prochaine qui pourrait qui voilà. était plutôt 10 au départ et qui finalement a brillé aussi en tant que milieu excentré, mais qui dans la technique moderne repique beaucoup au centre. Ouais. Et d'ailleurs Odell, parce que ça se fait plus trop. Odell explique que c'est à Monaco vraiment qu'il a eu cette position de 10 pour la première fois, parce que ça soit à Tottenham ou en équipe d'Angleterre, il jouait un peu plus souvent dans un poste de relayeur, dans des milieux souvent en losange notamment, un peu plus contraint du coup dans son rôle, et c'est vraiment à Monaco il s'épanouit sûrement dans le football français, mais aussi à un poste avec beaucoup plus de liberté qu'a pu lui fournir Wenger, plus proche du but adverse, et où il a pu... Il y a un jeu, tu parlais des passes, il y a des ouvertures, des transversales qui sont magnifiques, il y a aussi du jeu à une touche de balle proche de la surface qui fait mouche très souvent, quoi. Donc il y a une palette hyper large chez ce jeu. L'aile de pigeon en talonnade, justement, tu parlais de Zidane, et c'est vrai que j'ai remarqué en regardant deux compiles. Ouais, non, mais j'ai vu Zidane le faire sur une compile, justement, puisqu'on en parlait cet après-midi, et pareil, j'ai vu sur une autre vidéo Glenn Hoddle faire ce genre de geste-là, et c'est vrai que ça pouvait permettre de poursuivre l'analogie qui n'est pas du tout inintéressante, donc voilà, peut-être que certains pourront la partager. Pour Zidane, quand même. Oui, voilà, c'est ça. Malheureusement, à la fin de parcours, Rome pour Glenn Hoddle, elle est extrêmement difficile. Alors, elle est pas seulement de son fait, mais voilà, une blessure qui met fin tout simplement à son parcours monégasque. Ah, c'est plus qu'une fin de parcours, parce que voilà, on l'a dit, il y a cette première saison collectivement exceptionnelle, la seconde individuellement avec les buts, elle est peut-être un peu plus forte pour lui. Par contre, après, c'est à peu près tout, quoi. C'est les 2 saisons qui va rester. Déjà, ils vont se transformer en 1 saison et demie, puisqu'il va partir au cours de la saison 90-91. Et au cumulé, Boris, c'est combien de matchs? Enfin, c'est très très peu. J'ai plus les chiffres là, mais c'est extrêmement 3 matchs. Peu. Oui, bon, 3 matchs disputés en 89-90.
Et effectivement, derrière, c'est 1 an et demi de pain noir à manger. Et ouais, résiliation du contrat en décembre 90, juste avant Noël. Comme dirait Fred Hermel, franchement, faire ça avant Noël, c'est dégueulasse. Mais donc voilà quoi. On va en parler de toute façon dans les différentes catégories. Mais déjà, vous vous doutez bien que pour ce qui est de la longévité, ça met un petit coup de canif dans le contrat quoi. À 80 matchs. Oui, hein. forcément. Voilà. Oui, non, mais c'est vrai qu'au final, on peut faire je veux bien, si tu veux, afficher les statistiques détaillées de Glenn Hoddle. Comme ça, voilà, tout le monde peut voir ça. Effectivement, si on regarde, il n'y a pas beaucoup de matchs. Hein, c'est seulement 87 matchs. C'est 3 saisons et demie, hein, juste pour faire un petit. Oui, c'est une effectivement. petite En tout cas, voilà, donc 87 matchs disputés et encore 3 saisons et demie, c'est quand même bien payé parce qu'il y a 3 matchs sur la troisième saison. Non, mais on peut dire 2 saisons. Hein, c'est pas. Voilà. Oui, concrètement, dans les faits, en tout cas, c'est vraiment 2 saisons. Il y a quand même 30 buts, 69 matchs de Ligue 1, quand même pour 27 buts, c'est pas rien. Un petit peu d'Europe aussi. Mais malheureusement, comme Amoros, à peu près. Ouais, malheureusement, lui, pour le coup, il va pas vivre la première belle histoire européenne de Monaco. Et puis, les coupes nationales, 3 buts en 12 matchs. Voilà, pareil, pas compté dans les vainqueurs de Coupe de France 1991. Après tout, assez logique, en fin de compte, puisqu'il ne joue pas de la saison et il part en décembre. Et effectivement, il n'y participe pas. Finale en 89, par contre. Ouais, finale perdue pour le coup en 89. Un trophée, donc, ce championnat 87. Un trophée, mais le plus gros trophée. Non, parce que pour revenir par exemple à UEA, il avait aussi un trophée, mais c'était pas le championnat. C'est quand même au-dessus, quoi. Ouais, un trophée, donc, du coup, c'est ce championnat 87-88 pour la première saison donc d'Arsène Wenger en tant que coach et pour sa première saison en tant que joueur de l'AS Monaco. Voilà les stats détaillés de Glenn Hoddle. On peut rajouter juste une petite chose vraiment sur cette fin de parcours, voilà, qui est forcément difficile pour le joueur, mais c'est à partir de là qu'il s'initie au coaching, Boris. En tout cas que Wenger, quelque part, lui met un petit peu le pied à l'étrier, lui donne cette envie-là. Et derrière, il va avoir un parcours un petit peu assez intéressant, en tout cas, pour la suite de sa carrière monégasque, enfin de l'après-carrière monégasque plutôt. Il va avoir un parcours assez original. Ouais, c'est vrai qu'il a beaucoup apprécié, il le dit aujourd'hui, travailler avec Wenger. Ça peut sembler étonnant aujourd'hui, mais à l'époque, du coup, Monaco va être en avance sur ce qui va se faire dans le foot anglais. Concrètement, lui, il est dit, il débarque de Tottenham et il arrive dans un autre monde à Monaco. Je le dis encore, ça peut paraître étonnant aujourd'hui, mais c'est aussi avec Wenger. Wenger arrive à Monaco, il révolutionne un petit peu tout ce qui se fait en matière d'entraînement, de diététique, de professionnalisme. Il est très en avance sur son époque, c'est un précurseur là-dessus. Il raconte notamment une anecdote. Hoddle, il dit moi j'arrive, je fais le premier entraînement, on finit l'entraînement, je vais pour repartir. Et Wenger lui dit non, il y a le décrassage. C'est quoi le décrassage? J'ai jamais fait de décrassage, des étirements. Il avait jamais fait d'étirement de sa vie. Il dit, c'est quoi le décrassage? Ouais. Décrassage. Décrassage quoi? Une imitation, merci. Apparemment, s'il n'y a pas une imitation par émission, je ne fais plus de Mur des légendes. On va rigoler sur Bernardo. Ouais, on a hâte du portugais. Je vous la réserve. Je vous la réserve. Et du coup, au-delà de ça, sur son management, son approche du jeu, Wenger va beaucoup le marquer, effectivement, et il le renverra un petit peu l'ascenseur plus tard, parce que quand le président d'Arsenal envisagera Wenger comme entraîneur, pas trop connu en Angleterre à l'époque, il va notamment se renseigner auprès de Glenn Hoddle, qui recommandera chaudement le fameux manager. Arsène Who. Exactement. Et pour un supporter de Tottenham, il a quand même fait le bonheur d'Arsenal sur à peu près 2 décennies. Donc c'est un peu cocasse. Mais ouais, pour revenir sur la carrière d'entraîneur de Glenn Hoddle, il va après Monaco et du coup quasiment 2 ans pleins sans jouer. Il va finalement décrocher un poste d'entraîneur-joueur à Swindon Town dans les divisions inférieures anglaises pendant 2 saisons, avec notamment une promotion, et encore 2 saisons d'entraîneur-joueur à Chelsea.
Donc quand même, il va revenir à un niveau assez décent. C'est pas le grand Chelsea forcément d'aujourd'hui, mais c'est un Chelsea quand même qui est présent dans les divisions, la division supérieure. Il va notamment jouer une finale de Cup. Et puis après, il va être sélectionneur de l'Angleterre notamment. Ouais. Il va faire la Coupe du Monde 98, où il va à nouveau se faire avoir par l'Argentine. Ça a été le cas en 86 en tant que joueur. Il était sur le terrain dans Le fameux match. dans le match mythique où Maradona met ses 2 buts de légende. Lui était sur le terrain. Et par contre, la suite de sa carrière d'entraîneur un peu moins marquante en première ligue, des clubs un petit peu de second rang, Southampton, Wolverhampton, et j'en ai oublié un. Mais voilà, un peu plus anecdotique. Ça fait un petit moment maintenant qu'il a raccroché. Tottenham, il a quand même fait un petit intérim à Tottenham. Et puis maintenant, il est plutôt chroniqueur, enfin consultant à la télévision. Ouais, et puis on l'espère surtout en bonne santé parce qu'il y avait eu quelque temps une petite alerte, je crois, une opération, enfin, il me semble lié au problème cardiaque ou je crois un truc comme ça. Donc voilà. Et ce qui avait mine de rien aussi, c'est pas inintéressant au moment de parler un petit peu de sa legacy quand on en parlera justement, mais ça avait suscité pas mal d'émoi, d'émotions du côté des supporters de l'AS Monaco. Voilà. Donc conscience que c'était quand même aussi un des nôtres, voilà, uno di noi comme dirait l'autre, qui était touché. Donc voilà, il y avait quand même une belle émotion qui s'était dégagée de ces événements. Donc voilà. Rome, du coup, je te laisse afficher le détail du vote auquel nous avons procédé pour savoir si Glenn Hoddle avait droit au coup de tampon pour figurer sur le mur. Boris, les notes, c'est très simple. On a tous noté pareil, tous les trois. 5 en niveau, 2 en longévité et en palmarès, et 5 en legacy. Voilà. Au moins, on est bien d'accord sur ça. En niveau, Boris, parlons-en un petit peu. Donc, ce 5, comme on le disait tout à l'heure, clairement, on a peut-être eu un des meilleurs joueurs du monde à l'époque. Ou peut-être le meilleur joueur du monde, qui sait. Ouais, il est. Ça serait peut-être un peu. C'était pas Amoros? Non, c'était Ettori. En fait, c'est Christian d'Alger à Toulon, merci. C'est ce que tu mets derrière le niveau, mais en niveau technique, la qualité individuelle du joueur, il est potentiellement considéré comme le meilleur joueur de l'histoire de l'AS Monaco. Moi, pour le faire très simple, c'est ce que m'a transmis par exemple mon père là-dessus. Moi, je me souviens, c'est quand Monaco était champion en 2000, tu faisais la comparaison tout à l'heure avec Gallardo. Moi j'avais 9 ans, j'ai demandé à mon père est-ce que Gallardo c'était le meilleur joueur. Il m'avait tellement impressionné cette année-là, c'était le meilleur joueur de l'époque. Il m'a dit non, meilleur joueur de l'histoire de l'AS Monaco, Glenn Hoddle. Pour lui, il n'y avait même pas débat, et moi, j'ai pas vu forcément quelqu'un depuis qui puisse me changer d'avis. C'est pas le joueur forcément le plus marquant, le plus grand joueur de l'histoire de l'AS Monaco, mais potentiellement, il peut être considéré comme le plus fort joueur, le plus fort sur le terrain, le plus fort techniquement, à avoir joué à l'AS Monaco. Même si ça a été sur une période courte, voilà, ça a été hyper marquant. Il était beaucoup trop fort. Il a vraiment été le joueur décisif. 88, on a dit que c'était une belle équipe. C'est pas une équipe non plus, quand on regarde les noms des joueurs, si exceptionnelle que ça. Hein. Honnêtement, sorti de Amoros et Battiston, Marc Atley, quand même un joueur marquant du foot européen à l'époque, même s'il a eu pas mal de blessures. Il y a beaucoup de joueurs un peu plus anonymes, un peu plus des joueurs de Ettori, Puel, oui. Voilà, Ettori, Puel, Mej, Ferrat, je pense que personne connaît. Hein. Oui, non, c'est sûr. Objectivement, il y avait Luxe Sonore, Dib, des très Dib, bons c'est joueurs pas mal quand même. bien, mais on a eu des équipes plus fortes que ça quand même après. Lui, c'est vraiment la pièce centrale, sans la moindre discussion de cette équipe-là. Oui, parce qu'on parlait de Luxonor, voilà, il disait justement que Glenn Hoddle, il le classe comme le joueur le plus fort avec lequel il a joué. Il disait que c'était un génie, il avait des yeux dans le dos. Ou Jean-Luc Ettori, puisqu'on l'a aussi mentionné, qui avait dit pour nous, Glenn Hoddle, c'était le bon Dieu. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire, c'était un dieu. Jean Petit disait que Gallardo et Hoddle étaient les 2 joueurs plus forts qu'il avait vu à l'AS Monaco. Et Jean Petit, il a quand même quelques années. Il en a vu pas mal, ouais. Ouais. Après, Jean Petit a dit que d'Alger était aussi, pour lui, c'était Platini. Alors, vous en faites ce que vous voulez. Ok, je retire mon argument. Vous en faites ce que vous voulez. Ouais. Ça, en tout cas, et pour parler de Platini, une petite dernière citation. Platini, quand même, qui parlait d'Hoddle, disait « S'il était né français, il aurait eu 150 sélections. » On ne sait pas si c'est vrai, mais en tout cas, voilà, c'est quand même un joueur que, si même Platini en parle comme ça, c'est que c'était pas rien.
Ouais, mais n'empêche que s'il en parle comme ça, c'est que, à mon avis, c'est que même Platini devait être impressionné. Voilà. Pour le niveau, Rome, est-ce que tu aurais éventuellement quelque chose à ajouter par rapport à ce qu'a dit Boris? Non, je pense il a tout dit, voilà. Moi, ça sera plus à regrouper avec la Legacy et le fait qu'on Ouais. en parle toujours. Et du coup, Ouais, c'est lié à effectivement. la Legacy. Pour ce qui est de la longévité du palmarès, évacuons ça rapidement. Voilà, on a mis 2 parce que il y a que 2 saisons de France. vraiment qui sont des saisons pleines. Mais malheureusement, bon, les circonstances ont fait que ça n'a pas pu être un peu plus. Il n'a pas pu jouer davantage. Palmarès, voilà, il y a un championnat, donc on met 2. Et puis Rome, du coup, je te lance sur la Legacy. 5. Là, voilà, carton plein aussi pour Glenn Hoddle. Les extrêmes dans ces notations. Ouais, c'est ce que j'ai dit en préambule. C'est un joueur dont on te parle toujours. On l'a quasiment tous mis dans nos 11 types de l'histoire du club, alors que on l'a bien dit, il y a que 87 matchs, il y a que un titre, alors que d'autres joueurs. Mais par contre, il fait partie de ce petit groupe des 5 étoiles en niveau, et on t'en parle toujours. Tous ceux, encore une fois, qui ont eu la chance de le voir jouer, c'est la référence pour beaucoup. Donc à partir de là, ça fait plus de 30 ans, on t'en parle toujours. Encore une fois, on va faire un joueur là, la semaine prochaine pour vous et dans 10 minutes pour nous. Je suis pas sûr qu'on en parlera toujours dans 20 ans. Oui, du coup, c'est pour ça qu'on Pas sûr. fera l'émission dans 10 minutes, mais peut-être qu'on en Enfin, refera qu'on en parlera dans 20 ans, autant. alors. Qu'on en parlera autant, je veux dire. Alors, Ça, on verra si dans 20 ans on en parlera encore. Déjà, personne donne ne l'a mis dans 20 ans. dans son équipe type de l'histoire de Monaco, Bernardo. Alors que Glenn Hoddle, on l'a quasiment peut-être des gens tous qui nous mis. regardent dans 20 ans là. Ouais. Si vous êtes Bonjour. en 2041 et que la Terre existe toujours. Est-ce qu'on parle Sachez toujours que- de Bernardo et le confinement 360 se passe bien ou pas? Mais un truc qu'on peut rajouter aussi pour étayer un peu sur cette question du niveau du joueur, c'est aussi qu'il y a eu des joueurs plus marquants dans l'histoire du football qui ont joué à Monaco. Mais en fait, ces joueurs-là, en général, ils n'ont pas eu leur meilleure saison à Monaco, finalement. Mbappé, Henry, Trezeguet, Falcao, ce sont des très forts joueurs qui ont été très forts à l'AS Monaco, mais qui n'ont pas eu leur niveau prime, on va dire, à l'AS Monaco, là où Glenn Hoddle a vraiment connu ses meilleures années de footballeur. Pourrait peut-être discuter avec une ou deux saisons à Tottenham, à Monaco. Donc c'est vraiment de ce fait-là qu'il peut prétendre à ce titre de plus fort joueur à avoir joué à l'AS Monaco. C'est rare qu'on ait eu des joueurs comme ça dans leur meilleure saison. Et En tout cas, ouais, et bon, il fait partie du groupe des 5 étoiles. Mais par contre, ils seront quand même quelques-uns, quoi. Ouais. Et le public également a voté pour Glenn Hoddle en masse avec 91,8%. Donc plébiscite total pour Glenn Hoddle. Rome, il y a ce mur des légendes, du coup, il y a maintenant 8 joueurs dessus. On a dû un petit peu resserrer la première ligne pour le faire rentrer. Mais voilà, si ces 8 joueurs-là faisaient un 11, on aurait enfin notre numéro 10 juste devant Biancheri, Hidalgo et pour régaler Onis et Trezeguet. Avec Julie comme autre Avec milieu Julie, offensif, Amoros, donc il nous reste 3 défenseurs. Toujours les pauvres défenseurs qui sont laissés de côté, c'est encore le cas, même dans ces émissions-là, et on n'est pas prêt d'en faire un d'ailleurs, je crois. Et pourtant, on a commencé par un défenseur, je tiens à le rappeler. C'est pas faux. S'il n'y a pas une volonté de notre part... Ouais, mais on l'a pas C'est beaucoup vrai. défendu. Non, en même temps, il n'y avait pas grand-chose à dire. En même temps, lui non plus, il n'a pas beaucoup défendu quand il a joué pour nous. 6 mois. Enfin bon, voilà, du coup, on a Son commencé... système immunitaire l'a pas beaucoup défendu non plus. Bon, allez, prochaine, du coup, on a un petit peu commencé à en parler. Forcément, le prochain mur des légendes, lundi prochain, sera consacré à Bernardo Silva. Voilà, donc joueur marquant du titre 2017, d'une période Leonardo Jardim, voilà. Donc on verra un petit peu tout ce qu'on pourra dire dessus. En tout cas, je pense que ce sera une émission assez intéressante pour parler de joueurs qu'on a quand même tous beaucoup appréciés. Donc voilà. Prochaine rencontre du coup dans la semaine, il y en aura 2. Ce sera Strasbourg ce mercredi et match de coupe à Nice ce dimanche. C'était préparé, donc voilà, là. il faut. J'ai dit là, c'était préparé carré, bam.
Absolument. Tout à fait, ouais, je n'ai rien laissé au hasard pour aujourd'hui. Bravo. Donc voilà, ces deux matchs-là, on espère, pour poursuivre la belle dynamique. Et puis donc ensuite, le prochain rendez-vous du mur, comme je vous l'ai dit, lundi, Bernardo. Voilà, merci Boris et merci Rome, merci de m'avoir accompagné et merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à commenter surtout, j'aime bien quand vous commentez, à lâcher des pouces bleus et à partager. Allez, salut à tous, c'est Dag et Mounegou. Bye. Et bisous.